Alors on va continuer à parler du champ magnétique, le champ magnétique B. Alors champ magnétique B, c'est quelque chose donc, qui a une valeur, on peut le mesurer, hein. Si on met un capteur au niveau du circuit magnétique, on va voir par exemple 10 Tesla, 5 Tesla. Donc c'est une valeur numérique qu'on va donner en Tesla. Donc champ magnétique, donc ça c'est le champ magnétique. En Tesla. D'ailleurs, Tesla, c'est un inventeur qui est intéressant. Hein. Je vous invite à regarder des vidéos dessus. Hein. Il y a une partie officielle et puis il y a une partie un petit peu à côté qui fait un peu polémique, qui est beaucoup contestée. On ne sait pas trop si c'est vrai ou pas. Donc, un domaine très intéressant à étudier. Mais bon, nous on va étudier la partie vraiment officielle, c'est-à-dire le champ magnétique en Tesla. Champ magnétique qui correspond à ce que va percevoir une boussole, mais champ magnétique qui peut être produit naturellement par un aimant ou bien par un électroaimant, puisque là c'est un électroaimant. Hein. Donc on produit un champ magnétique grâce au passage d'un courant électrique. Alors, il faut tout de suite que j'introduise une autre grandeur qui est le champ d'excitation. Donc l'excitation magnétique, c'est H. Donc H, c'est l'excitation. Excitation magnétique en ampères par mètre. Et en fait, il y a un lien entre B et H. Et ce qui fait le lien entre B et H, bon, c'est la lettre mu, mais en fait, c'est une constante mu qui dépend du matériau. De quel matériau? Du matériau qui est traversé par le champ magnétique. Donc là, en l'occurrence, c'est le circuit magnétique. Donc le circuit magnétique, je vous rappelle, c'est un matériau ferromagnétique. Donc exemple comme matériaux, on peut avoir du cobalt par exemple, on peut avoir du nickel et on peut avoir aussi du fer, d'où le mot ferromagnétique. Donc B est relié à l'excitation H par la constante mu qui elle dépend du matériau. Donc ça, c'est la perméabilité magnétique, et elle dépend du matériau. Alors quand on veut calculer mu, il y a une méthode en fait. On prend la perméabilité relative du matériau qui est donnée dans des tableaux. Donc par exemple, pour le cobalt, alors ça dépend, la pureté du cobalt, voilà, ça dépend toujours. Donc ce qu'il faut prendre, c'est les données qu'on vous donne. Donc pour le cobalt, on va avoir un mu relatif qui va être égal à 250. Le nickel va avoir un mu relatif égal à 600. Et le fer, alors là le fer, accrochez-vous, parce que là c'est quand même ce qui fait l'efficacité c'est le facteur, hein, pardon, j'ai oublié, c'est mu R fois une constante universelle mu0, on va voir. Donc, le mu, il est proportionnel à mu R. Donc, plus le mu est important, et plus l'excitation va générer un champ magnétique important. Et c'est quand même le but, c'est de produire le champ magnétique le plus important possible. Alors, il y a une autre façon, c'est de faire passer beaucoup de courant, mais après, c'est un peu du gaspillage, quoi. On essaye, tant qu'à faire, avec un minimum d'énergie, de produire le maximum d'énergie magnétique. Donc, ce mu R, finalement, est un facteur d'efficacité magnétique. Et pour le faire, la valeur est d'environ 10 000. Donc, vous imaginez que, en plus, le fer est quand même très présent dans la nature, donc on a vite
repérer l'intérêt d'utiliser du fer comme dans les circuits magnétiques afin de multiplier le H par une valeur élevée pour avoir un champ magnétique le plus important possible. Je vous rappelle que ce champ magnétique il va être utile pour des transformateurs, pour des moteurs, pour des relais, etc. Alors μ0, qu'est-ce que c'est? C'est une constante, il faut savoir la valeur, hein, c'est 4pi fois 10-7. Donc c'est toujours la même valeur, bon, peu importe l'unité. On va avoir donc, si jamais on a le fer, ça va être 10 000 multiplié par 4pi fois 10-7. Ça va nous donner un mu, qui multiplié par le H va donner le B. Donc là, à ce stade, vous ne voyez pas trop l'intérêt du H, parce qu'on n'a pas vu le théorème d'Ampère. Mais ce que vous pouvez vous dire, c'est que dans un énoncé, si jamais vous connaissez le matériau et vous connaissez le champ d'excitation, hein, l'excitation magnétique, eh bien vous pouvez en déduire le champ magnétique. Donc ça fait un petit peu comme des dominos. J'aime bien cette image parce qu'elle simplifie beaucoup les choses. Donc à partir de, mettons que je connaisse B, eh bien je peux en déduire le H. À partir du moment où j'ai aussi le mu. Donc on va faire, voilà. Ces trois données sont liées par cette formule-là. Et le mu, comment on va le trouver? Le mu, il est lié au mu0, qui est une constante, donc on ne va pas le mettre, et au mu r. Donc il suffit de connaître le mu r pour connaître le mu. Et le mu r, il est lié à quoi? Le mu r, il est lié au matériau. Donc si je connais le matériau, j'en déduis le mu r, j'en déduis du coup le mu en multipliant par 4pi fois 10-7, hein, par mu0, et si je connais aussi le h, j'en déduis la valeur de b. Donc ce qui va être intéressant avec le théorème d'Ampère, c'est qu'on va faire le lien entre le courant qui est là et le h. C'est-à-dire qu'on va avoir une autre pièce qui va avoir un petit peu cette forme-là. Et donc à partir du courant et du matériau, c'est-à-dire ce qu'on a là, hein, on a un courant, on a un matériau, et bien on pourra en déduire le H. Alors là, on voit bien qu'il n'y a pas que le courant qui va avoir une influence. Le nombre de spires aussi va avoir une influence. Donc on se doute bien que ça va être un truc comme ça aussi, hein, nombre de spires. Mais bon, ça, on va voir dans la vidéo suivante comment utiliser le théorème d'Ampère. Voilà, ça nous amène au théorème d'Ampère qu'on va voir tout de suite.